Génial. Et je pense que c'est bon pour vous. Parfait. Est-ce que vous voyez bien mes diapos? Oui, parfaitement. Bonjour, merci infiniment de cette possibilité d'être avec vous virtuellement et désolé de ne pas pouvoir avoir fait le trajet pour être physiquement avec vous. Donc, ce que je voulais faire, c'était placer le cadre du changement climatique et des multiples enjeux de transformation pour situer l'enjeu Albi 2050, 50 degrés dans le contexte plus large. Donc ça, c'est une représentation simplifiée, une année, une barre, d'un des indicateurs clés de l'état du climat qui est pertinent pour les conséquences dans chaque région, le niveau de réchauffement à la surface de la Terre. Donc un réchauffement de 1,1 degré depuis la fin du 19e siècle au niveau planétaire. Et vous le voyez quand on se projette vers l'avenir, un réchauffement qui va se poursuivre. Au milieu, vous avez un scénario qui correspond à la poursuite des tendances actuelles des politiques publiques mises en place pour les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, un niveau de réchauffement planétaire qui dépasse 1,5 degré dans les prochains 20 ans, probablement au début des années 2030, qui dépasse 2 degrés d'ici 2050 et qui flirte avec les 3 degrés en fin de siècle. C'est la meilleure évaluation de la réponse du climat que j'ai présentée. En haut des scénarios qu'on ne peut pas exclure, qu'on considère comme moins plausibles, recours croissant notamment au charbon et aux autres énergies fossiles, ou réponse du climat vraiment dans la plage la plus haute qu'on peut estimer aujourd'hui. Et en bas, en cas de sursaut et de forte baisse des émissions de gaz à effet de serre, une possibilité de réussir à stabiliser, si on engage une baisse forte, sous une vingtaine d'années, le niveau de réchauffement planétaire, à condition que les émissions mondiales de CO2 dues aux activités humaines soient égales à zéro net. Donc à la fois un enjeu sur les émissions de gaz à effet de serre et un enjeu sur l'anticipation et la préparation pour faire face à un climat qui se réchauffe dans chaque région. Et c'est pour ça que je pose en fait comme point clé la question des transformations. Si on n'anticipe pas, subit. Si on se prépare, choisit. Donc, cette présentation, elle est basée sur notamment les 3 rapports du GIEC de 2021-2022. Donc, le GIEC mobilise des centaines de scientifiques dans le monde pour passer en revue les éléments probants des publications scientifiques, en dégager un état des connaissances sur les bases physiques du changement climatique, sur les impacts, les vulnérabilités et les options d'action d'adaptation, sur les émissions de gaz à effet de serre et les options pour les résoudre. Donc, c'est une évaluation qui est transparente, chaque conclusion avec un degré de confiance traçable aux éléments probants aux publications scientifiques. Et c'est formulé de manière neutre, non prescriptive. Donc, ce n'est pas une feuille de route, c'est plutôt une grille d'évaluation des conditions nécessaires pour parvenir à un certain objectif. Par exemple, l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, contenir le réchauffement largement sous 2 degrés et le limiter à 1,5 degré. C'est aussi un endroit où on va trouver un cadre méthodologique pour évaluer différentes options d'action, notamment à l'angle des autres dimensions d'un développement soutenable. Donc, c'est relu à plusieurs reprises par la communauté scientifique. Un rapport complet 3000 pages, un résumé technique, plutôt rédigé d'ailleurs pour des gens qui ont un profil scientifique type ingénieur, une centaine de pages, un résumé pour décideurs d'une trentaine de pages, qui est lui relu par les experts nommés par les gouvernements, qui fait l'objet d'une approbation phrase par phrase et mot par mot, toujours avec le dernier mot scientifique, de sorte à s'assurer que c'est équilibré par rapport aux enjeux des différents pays du monde, clair, et ça constitue un socle scientifique commun reconnu par tous les pays qui permet de séparer ce volet scientifique des négociations internationales sur le climat. Alors, par rapport à vos points de préoccupation, 3 points. On a fait en langage clair, accessible pour des lycéens, un résumé pour tous, qui est d'ailleurs disponible en français. Donc là, c'est très facile à lire. On a fait avec l'Association internationale des actuaires, donc les gestionnaires de risques, un résumé sur la partie physique du climat. Quelles sont les informations climatiques utiles pour la gestion de risques physiques? Donc ça peut vous intéresser, notamment pas simplement les résultats médians, mais les queues de distribution, les éventualités dont la probabilité d'occurrence est faible ou mal connue, mais qui auraient des risques majeurs. Et puis un résumé pour les décideurs urbains de l'ensemble de ces rapports. Alors, on va passer dans la partie cœur de la présentation. Je veux la structurer en 3 parties.
où nous en sommes aujourd'hui. Après, il y aura un temps de questions. Quels sont les futurs possibles? Même chose. Et puis les enjeux de transformation, et là, un dernier temps de questions et d'échanges. Alors, premier point, on est partout dans le monde avec une action pour le climat qui monte en puissance. Une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre dans une trentaine de pays et un découplage d'ailleurs PIB, énergie, CO2. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dans le périmètre de politique publique, avec aussi un cadre réglementaire, notamment en Europe, qui touche de nombreux secteurs, énergie, mais de plus en plus aussi bâtiments et d'autres secteurs. Des actions d'adaptation qui sont là, notamment souvent réactives. Par exemple, énorme surmortalité après la vague de chaleur de 2003, des plans canicules mis en place, mais pas nécessairement suffisamment transformateurs pour être certain d'être résilient si le même événement se produit ou si des événements plus fréquents, plus intenses, nouveaux ont lieu. Et puis donc des objectifs parfois précis, parfois vagues, d'objectifs zéro émission de neutralité carbone pour des villes, pour des entreprises, pour des États, avec une vraie question de rigueur et de cohérence entre les objectifs affichés 2050-2070 et ce qui est réellement mis en place ces années à venir. On a également des ruptures technologiques, notamment les plus spectaculaires récentes. C'est la baisse du coût pour la production d'électricité bas carbone photovoltaïque ou éolienne, la baisse des coûts pour la production de batteries et donc une augmentation des capacités installées, donc décarbonation de la production d'électricité, décarbonation de la mobilité en différents types de véhicules. On a également donc un ralentissement dans le monde de la déforestation nette, même si dans certaines régions, on a toujours une déforestation qui peut être forte, notamment elle fait l'objet d'un arrêt de politique publique qui fonctionnait. L'exemple, c'est par exemple le Brésil au cours des dernières années. Alors, malgré cette action pour le climat qui monte en puissance et qui a permis d'éviter de rejeter environ 6 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an, on est dans une situation d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui continue à augmenter. On estime le total en 2019 à environ 59 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Le gaz à effet de serre qui pèse le plus, quand on regarde son effet sur le climat sur 100 ans, c'est le dioxyde de carbone, notamment donc bien sûr énergie fossile et ciment, mais aussi les changements d'usage des terres. Donc vous voyez qu'il y a eu un ralentissement récent pour les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles. La pandémie a fait une baisse temporaire et il y a eu ensuite un rebond, plus l'effet complexe de la guerre en Ukraine l'année dernière. Le deuxième facteur qui pèse le plus, c'est les émissions de méthane qui ont été tirées à la hausse, notamment par l'élevage de ruminants et également par les émissions, les fuites en fait, de méthane associées à l'utilisation des énergies fossiles. Et enfin, vous voyez que les émissions montent toujours dans le secteur de l'oxyde nitreux associé aux épandages et aux engrais azotés, ainsi que pour les gaz fluorés, qui eux-mêmes sont encadrés dans le cadre du protocole de Montréal, donc qui visait les substances détruisant la couche d'ozone. Certains de ces gaz à effet de serre sont des substituts des substances qui détruisaient la couche d'ozone et donc font l'objet d'encadrements assez clairs dans le cadre du protocole de Montréal. Donc, dans le monde, ce qui est aussi important à noter, c'est que 10% des ménages, notamment aux revenus les plus aisés, contribuent à environ 40% des émissions de gaz à effet de serre, avec une vraie capacité à agir et une dimension de responsabilité qui est importante. La moitié de la population mondiale, notamment là où elle manque des services de base, énergie, santé, éducation ou eau, donc avec souvent des revenus sensibles au climat, donc particulièrement vulnérables. Donc cette moitié de la population mondiale ne pèse que 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez tout de suite les enjeux de justice climatique qui sont considérables. Les rapports du GIEC soulignent que donner accès à une énergie propre à ceux qui manquent des services de base pour l'énergie n'aurait que très peu d'effet sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est d'arriver à les réduire là où elles sont aujourd'hui, disproportionnellement élevées notamment. Et enfin, les émissions associées au style de vie dans les villes, partout dans le monde, avec un mouvement massif d'urbanisation,
tire à la hausse les émissions de gaz à effet de serre, notamment parce que les styles de vie sont plus consommateurs en ville, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre proviennent de ceux qui vivent dans les zones urbaines. Alors en France, juste pour rappeler, comme notre électricité, pour des raisons historiques, a été décarbonée tôt, notamment à partir des années 70, hydroélectricité, nucléaire, ce sont les autres secteurs qui pèsent le plus, ce qui est différent d'autres pays du monde. Et donc le premier secteur en France, ce sont les transports, pour moitié la voiture individuelle. Et ensuite, à peu près à part égale, l'agriculture, l'industrie et les bâtiments. Et notamment pour les bâtiments, la part du chauffage pèse lourdement. Et une dernière spécificité, c'est le poids de nos importations, donc tous les produits manufacturés qu'on importe de pays qui ont un mix énergétique qui utilise beaucoup de charbon, pèsent lourd. Et une particularité de la France, c'est que l'empreinte de notre style de vie en France est multipliée par 1,4 par rapport aux émissions territoriales du fait du poids de ces importations. Et nos émissions par personne et par an sont autour de 9 tonnes d'équivalent CO2, donc largement au-dessus de la moyenne planétaire, assez proche en fait, à 1 tonne près de la moyenne européenne. Et donc, responsabilité historique, capacité à agir, émissions par personne importantes. L'enjeu pour la France, c'est d'arriver à multiplier par 2 à 3 le rythme de baisse des émissions depuis les années 90, 7 décennies, donc chaque année qui vient. Donc, on rajoute des quantités colossales de gaz à effet de serre qui piègent une partie de la chaleur de la basse atmosphère et de la surface qui ne part plus vers l'espace. Donc, notre effet sur le climat, c'est une accumulation de chaleur et c'est une certitude que l'augmentation des niveaux de CO2 et autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère est la conséquence des activités humaines. Il est également établi, de manière sans équivoque, que l'accumulation de chaleur dans le système climatique en est la conséquence. Donc, cette accumulation de chaleur, le plus gros rentre dans l'océan, à peu près 90% de la chaleur supplémentaire. Une petite partie réchauffe l'atmosphère, fait fondre les glaces, réchauffe les sols en surface. Donc là, on retrouve le principe des codes-barres de tout à l'heure. Ce que je voulais mentionner, c'est le niveau de CO2 dans l'atmosphère, il est à 50% au-dessus du niveau pré-industriel. La dernière fois qu'il y en avait autant, c'était la période du Pliocène, il y a à peu près 3 millions d'années, une période géologique chaude. Donc on est sur une situation de rupture sur la vitesse notamment de ces changements. Un recul généralisé des glaciers inédit depuis plus de 2000 ans, une accélération de la montée du niveau de la mer, réchauffement de l'océan, fonte des glaciers, mais aussi accélération de la fonte du Groenland et du glissement de certains secteurs de l'Antarctique, inédit depuis plus de 3000 ans. Et sur la quantité de chaleur dans l'océan, on est vraiment sur un rythme inédit depuis la dernière période glaciaire et un niveau qui sort de la plage de la période douce qui a suivi la dernière glaciation. Donc, si on prend le niveau de réchauffement à la surface de la Terre, donc vous voyez cette rupture par rapport aux variations passées des derniers 2000 ans, donc les reconstructions issues des archives naturelles du climat. Vous voyez ici donc, ce réchauffement observé, ce qu'on voyait sur la première diapo en code-barre, en noir. Et ensuite, on le confronte ici à des simulations à l'aide des modèles globaux de climat. Il y en a une quarantaine dans le monde, 2 en France, Météo France et l'Institut Pierre-Simon Laplace, où on va faire des grands ensembles de simulations avec des états initiaux différents, en tenant compte uniquement de l'activité du Soleil et des volcans, en vert. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun facteur naturel, ni la variabilité spontanée du climat, ni ces facteurs externes qui puissent expliquer une accumulation de chaleur ou ce réchauffement. Et à l'inverse, quand on tient compte en plus des facteurs dus à l'influence humaine, on représente correctement l'ampleur, le moment, la structure des changements observés. Et c'est un des aspects qui nous amène à conclure que le réchauffement actuel est la conséquence des activités humaines. Pour 1,1 degré de plus au niveau mondial, c'est davantage au-dessus des continents, notamment par des effets d'amortissement du réchauffement par l'océan, sa capacité à évaporer pour maintenir une surface plus fraîche, alors qu'au-dessus des continents, quand les sols sont secs, il y a surchauffe. Donc, c'est un des aspects qui explique un réchauffement plus prononcé au-dessus des terres qu'en mer. Et donc, pour 1,1 au niveau planétaire de plus,
En moyenne annuelle, c'est 1,7 degré de réchauffement en France. Deuxième source de connaissances. Donc là, ce que j'ai montré, c'est le réchauffement observé, même chose sur la barre grise, sur la dernière décennie, par rapport à la fin du 19e siècle, et le résultat des simulations climatiques. Donc, l'effet net des activités humaines, la meilleure estimation est égale à ce qui est observé, et l'effet des gaz à effet de serre est plus important. Il est en partie masqué par l'effet refroidissant, temporaire, éphémère, des particules de pollution qui sont émises en même temps, un effet parasol. Deuxième approche, chaque facteur qui perturbe le bilan d'énergie de la Terre, on quantifie son effet, et ensuite on quantifie la réponse du climat, cette fois-ci en utilisant toutes les sources d'informations connues, les contraintes des observations, des climats passés, de chaque boucle de rétroaction. Donc ce sont des méthodes en fait indépendantes, et les deux méthodes convergent. La deuxième méthode permet aussi d'évaluer ce qui pèse le plus sur le réchauffement à ce jour, donc le dioxyde de carbone, premier facteur. Et le deuxième facteur, les émissions de méthane, avec leur effet direct, gaz à effet de serre avec une durée de vie courte. Et deuxième effet, chimie de l'atmosphère, formation d'ozone en surface, polluants et gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une avancée dans la manière de mieux comprendre quel facteur pèse le plus. Et c'est masqué le plus par les émissions de particules soufrées qui sont toxiques pour la santé, mais qui ont un effet refroidissant direct et via la formation de nuages. Sur la dernière décennie, on a émis plus de gaz à effet de serre, donc ces facteurs ont été à la hausse. Et les politiques publiques pour améliorer la qualité de l'air ont porté leurs fruits avec une baisse des émissions de particules soufrées, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Donc on a un peu perdu cet effet de masque. Les deux facteurs ont joué dans le même sens. Alors, vous vous intéressez aux événements extrêmes avec les questions d'habitabilité. Une avancée considérable en sciences du climat, c'est d'arriver à discerner en quoi l'influence humaine sur le climat rend plus probable ou plus intense des événements extrêmes à l'échelle régionale ou ponctuellement, événement par événement. Le constat est très clair. Pour la chaleur extrême, chaque région du monde, MED, la Méditerranée, WCE, l'Europe de l'Ouest, chaque région du monde en rouge est une région où on observe une intensification des événements de chaleur extrême. Et les petits pointillés, c'est le degré de confiance sur l'influence humaine, particulièrement forte, notamment en Europe de l'Ouest. C'est aussi le cas en mer, une augmentation des vagues de chaleur marine. Donc, une conséquence directe d'un climat qui se réchauffe, c'est plus d'extrêmes chauds, et des extrêmes chauds inédits, plus intenses que dans les enregistrements historiques. Une deuxième conséquence, c'est une augmentation des pluies extrêmes, une atmosphère plus chaude, pouvant contenir 7% de vapeur d'eau par degré de réchauffement. Et donc, dans de nombreuses régions, on discerne déjà une intensification des pluies extrêmes. C'est le cas dans la région sud, 20% de plus sur les records de pluie depuis 1960. Et un climat plus chaud avec plus d'évaporation par une atmosphère plus chaude intensifie les sécheresses qui touchent l'humidité des sols. Et c'est particulièrement marqué autour de la Méditerranée, en Californie et dans d'autres régions de climat, on va dire, de type méditerranéen, mais aussi en Europe de l'Ouest. Donc bien sûr, les tendances graduelles, ces événements extrêmes entraînent, malgré les efforts d'adaptation, des impacts qui sont généralisés, et l'urbanisation, notamment, exacerbe la chaleur extrême et le ruissellement en cas de pluie très intense. Donc, de nombreux aspects de l'urbanisation affectent les îlots de chaleur urbains, la géométrie des villes, les sources de chaleur locales, issues des activités humaines, les matériaux qui vont piéger la chaleur. Et à l'inverse, lorsqu'on a des plans d'eau, leur évaporation en surface va limiter l'échauffement de l'air. De même, lorsqu'on a une végétation qui peut produire de l'évapotranspiration. Et dans ce cas-là, on peut avoir soit des effets d'îlots de chaleur, soit des effets d'îlots de fraîcheur. Dans le monde, les écarts se creusent, comme je le disais, entre l'adaptation qui serait nécessaire pour le climat d'aujourd'hui, sans parler de celui de demain, et celles qui sont réellement mises en œuvre. Et cette figure représente en fait les ingrédients des risques. Donc, ce sont les facteurs climatiques eux-mêmes générateurs d'impact, qu'on appelle souvent les aléas, mais aussi l'interaction avec la vulnérabilité à ces aléas. Tout le monde n'a pas la même vulnérabilité pour le même niveau de vague de chaleur. Des personnes sont plus fragiles, plus âgées, des petits-enfants. Les femmes et les hommes n'ont pas la même vulnérabilité. Et puis, l'exposition à ces aléas, notamment, par exemple,
le fait d'avoir des logements très denses dans des zones sans espace vert augmente l'exposition à des vagues de chaleur ou le fait de travailler en atmosphère chaude, travail physique en extérieur par exemple. Et enfin, donc, les risques peuvent être limités par nos réponses, donc la capacité d'adaptation, mais aussi les limites aux capacités d'adaptation, ou peuvent même être exacerbées en cas de maladaptation. Par exemple, si vous mettez un système de climatisation dans un bâtiment, localement, ça peut être une adaptation à l'intérieur pour travailler correctement, pour se reposer la nuit, mais en rejetant de la chaleur à l'extérieur de la ville, cela peut amplifier les effets d'îlots de chaleur urbains et augmenter les risques pour ceux qui travaillent, par exemple, en heure chaude à l'extérieur. Alors, juste en 2 mots, des conséquences majeures sur les écosystèmes. La moitié des espèces étudiées se déplacent. On observe des dégradations pour les récifs de coraux tropicaux ou les gorgones en Méditerranée, avec les vagues de chaleur marine plus fréquentes et plus intenses ou plus longues. On observe également une augmentation de mortalité d'arbres, de dépérissement de forêts, notamment par le stress thermique et hydrique. Donc, tous les ronds foncés sont là où on a un degré de confiance élevé sur les changements dans les écosystèmes, leur structure, la répartition des espèces, leur déplacement des zones climatiques, et puis leur rythme saisonnier, ce qu'on appelle leur phénologie, du fait du changement climatique dû à l'influence humaine. Et là, bien sûr, il y a des enjeux à restaurer les écosystèmes, à agir pour les écosystèmes et la biodiversité dans tous les types de paysages, donc préserver les écosystèmes naturels et les restaurer, mais aussi la biodiversité dans les zones de culture, de grande culture, et enfin l'importance d'avoir des espaces, notamment de corridors, dans les villes, avec un enjeu croisé, îlots de fraîcheur et lieux de passage, lieux de déplacement pour les écosystèmes dans les villes. Les impacts observés sur les activités humaines vont croissant, notamment en cas donc, des situations de pénurie d'eau, de choc sur les rendements agricoles, des effets sur la productivité des animaux d'élevage terrestres et en aquaculture, une augmentation des impacts observés en termes de santé et de bien-être, donc des situations lors des inondations de maladies infectieuses, des enjeux directs de la chaleur extrême sur la santé, mais aussi des effets des chocs et des extrêmes climatiques sur la santé mentale, notamment en cas de déplacement contraint, lorsqu'on a des situations ingérables, des systèmes urbains qui, par exemple, ne fonctionnent plus. Et puis donc, pour les villes et les infrastructures, dans le monde, les dommages les plus importants sont liés aux situations d'inondation, avec notamment des dommages à des secteurs économiques importants. Et on a vu une montée en puissance de situations de pénurie d'eau, par exemple la vallée du Pô ou la vallée du Rhin récemment, qui en fait, par le manque d'eau, affectent l'ensemble des activités économiques sur des bassins versants. En termes de sécurité alimentaire, on observe un ralentissement des gains de productivité agricole dans les régions tropicales et à nos latitudes, et des effets négatifs sur la stabilité des récoltes, avec des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer. Et je termine avec l'année 2022 en France et dans le monde, emblématique de conséquences du changement climatique qui s'aggrave. Donc 4 vagues de chaleur précoces dès juin et tardives jusque septembre, une surmortalité en France d'environ 10 000 personnes, une situation de pénurie d'eau, sécheresse record pour l'humidité des sols, avec des problèmes d'approvisionnement en eau dans de nombreuses petites villes, des incendies majeurs, 40 000 personnes déplacées. Donc les conditions chaudes, sèches et venteuses s'intensifient dans un climat qui se réchauffe. J'ai déjà mentionné les vagues de chaleur marine et puis un recul majeur des glaciers et un dégel des sols gelés très important, notamment dans les Alpes. Les glaciers suisses ont perdu 6% de leur volume résiduel en une seule année. Et enfin, donc, dans le monde, de nombreux événements ont été étudiés de manière formelle, avec une conclusion claire. Donc, la chaleur extrême, par exemple, comme en France ou au Royaume-Uni, extrêmement improbable sans le changement climatique dû aux activités humaines. La chaleur extrême en Inde et au Pakistan, 30 fois plus probable le printemps dernier du fait du changement climatique. Des sécheresses plus probables avec des températures plus élevées en Amérique du Nord, en Europe ou en Chine. Et des inondations dévastatrices du fait de précipitations exacerbées par le changement climatique, notamment au Pakistan. Donc le record de pluie l'été dernier, 50% de plus du fait de l'influence humaine sur le climat, 30 millions de personnes déplacées,
et en Afrique de l'Ouest des pluies intenses 80 fois plus probables du fait de l'influence humaine sur le climat. Donc, chaque région du monde affectée de multiples manières dès aujourd'hui, notamment par l'intensification de certains extrêmes, des impacts généralisés et graves, avec 3,5 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables, des réponses d'adaptation inégales, un décalage entre ce qui est nécessaire et ce qui est mis en œuvre, et des impacts de plus en plus complexes et difficiles à gérer, notamment quand ça crée des pièges de pauvreté, lorsque les personnes ne peuvent plus avoir leur activité physique en extérieur parce qu'il fait trop chaud, que cela affecte les récoltes, et donc 2 facteurs qui augmentent le coût de l'alimentation ou la capacité à acheter son alimentation, et qui peuvent créer des pièges de malnutrition et de pauvreté. Donc je voulais savoir si vous aviez des questions sur cette situation aujourd'hui, où nous vivons tous en fait avec un climat qui change et dont les impacts sont de plus en plus clairs. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de lui poser. N'hésitez pas, hein, c'est une opportunité que vous avez. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'échanger avec une experte comme Valérie. N'ayez pas peur non plus. Hein. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Les étudiants de Toulouse. Toulouse, où il y a eu notamment une succession de nuits très chaudes. Ma fille était étudiante à Toulouse l'été dernier et c'était assez spectaculaire en termes de durée de nuit très chaude, avec de nombreux records battus. Bonjour Valérie, c'est Jean-Jacques. J'ai une question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus l'effet parasol dont tu parlais sur l'effet des particules? Parce que oui. Comme étant négatif, mais je pense que c'est plutôt pour l'aspect santé. Là, tu nous parles de l'effet des particules de santé humaine sur le comportement global, je pense, du climat. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les gaz à effet de serre dits bien mélangés. Quand on les émet à un endroit donné, en 10 jours, ils se mélangent dans l'hémisphère nord, en 6 mois entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et ils ont vraiment un effet planétaire. Les particules de pollution, elles restent concentrées près des zones industrielles ou des zones urbaines où elles sont émises, et dès qu'on a de la précipitation, elles sont lessivées de l'atmosphère. Vous voyez que leur effet géographique n'est pas le même, ce sont des composés à courte durée de vie dans l'atmosphère. Donc ces particules qui sont dans l'atmosphère, lorsque le rayonnement solaire arrive, une grande partie va être diffusée de nouveau vers l'espace, rétrodiffusée. Donc c'est pour ça que je parle d'effet parasol. Et enfin, dans l'atmosphère, ces particules vont jouer le rôle de noyau de condensation pour la formation de nuages. Alors, l'exemple que je donne, c'est celui des traînées d'avions. Les résidus de combustion des avions en haute altitude donc, émettent des petites particules et vont favoriser la condensation là, sur ces traînées particulières de nuages de glace. C'est ce qui fait qu'on voit ces sillages d'avions. Alors, ceux-là, c'est une exception. Ce sont en fait, ils ont un effet plutôt net réchauffant. Mais dans l'ensemble, pour les particules de pollution soufrées, la formation de nuages associés a aussi un effet, on va dire, refroidissant en renvoyant aussi une partie du rayonnement solaire vers l'espace. Donc, c'est pour cela que je décris de manière un peu simple cela comme un effet net parasol, donc refroidissant pour la surface. Et ça contrebalance une partie de l'effet de réchauffement, ça le masque. Alors, une implication est que comme on émet en même temps, par exemple avec une centrale à charbon, du CO2 et des particules de pollution, si on ferme cette centrale à charbon, on va perdre les particules de pollution émises très vite. Par contre, le CO2 émis aura un effet à plus long terme sur le climat. Et donc, dans les stratégies d'action, pour le climat et pour la qualité de l'air, il faut être astucieux pour en tirer le meilleur parti et définir des stratégies qui sont les meilleures à la fois pour le climat et la qualité de l'air. L'autre exemple, c'est le fioul lourd utilisé pour le transport maritime. Si on le remplace par du gaz naturel liquéfié, on perd les particules de pollution, donc c'est mieux pour la santé, notamment dans les zones portuaires à proximité. Par contre, on perd leur effet parasol, alors que les moteurs d'avions qui carburent au gaz naturel liquéfié émettent encore énormément de CO2. Donc là, en fait,
pour au-dessus de l'océan, sur les trajectoires de ces bateaux, on risque d'avoir un effet net réchauffant. Les étudiants de Strasbourg, vous avez des questions? Vas-y. Je ne sais pas si on m'entend. Je pense qu'il faut monter le volume. Non, j'entends bien. Tout à l'heure, vous aviez montré un graphique sur les gaz fluorés qui sont en constante augmentation. Oui. Et, savoir si c'était les gaz qui sont utilisés dans les systèmes de climatisation. Exactement, oui. C'est donc pas du tout, pour le moment, c'est pas des gaz qui vont être remplacés par autre chose, donc on n'a pas de solution. Est-ce qu'on a des solutions pour ces gaz pour les remplacer dans les climatisations? Il y a une évolution constante sur les systèmes de climatisation, notamment en termes d'efficacité. Il y a un double effet. Il y a les gaz, les fuites des gaz utilisés à l'intérieur des systèmes, puis après la consommation d'électricité des systèmes de climatisation. Et dans des pays du monde où l'électricité est faite au charbon, il y a un double effet dans ce cas-là. Donc, il y a des gains constants sur l'efficacité des systèmes. Et après, il y a de nombreux travaux en cours pour trouver d'autres gaz qui font fonctionner ces pompes à chaleur à la place de ceux utilisés actuellement. Il y a déjà eu des gains en fait, au cours du temps. Et je crois que l'Union européenne doit mettre en place un cadre réglementaire, il me semble, dans les années qui viennent, pour changer encore une fois de type de gaz utilisé. C'est intéressant parce que ce n'est pas que les systèmes de clim. Non, pas seulement. Les pompes à chaleur qui sont très valorisées par l'État français comme énergie renouvelable. Oui, mais dont les analyses en cycle de vie tiennent compte des fuites, en fait, hein, dont on peut à peu près les estimer. Et d'où l'importance aussi de l'entretien de ces systèmes pour éviter toute fuite et de leur fin de vie à la récupération des fluides. Mais vu la manière dont les frigos sont récupérés aujourd'hui, on peut avoir quelques craintes sur les futures pompes à chaleur. Oui, et c'est aussi les clims dans les voitures, par exemple, hein, qui font aussi l'objet de fuites, etc. Et dans le monde, donc avec des extrêmes chauds plus intenses, plus fréquents, des nuits plus chaudes, il y aura un recours en fait croissant à des systèmes de refroidissement, d'où l'importance dans la conception de l'urbanisme d'éviter les îlots de chaleur, de créer des îlots de fraîcheur pour limiter le recours à la climatisation ou d'avoir des réseaux de froid bien gérés plutôt que le recours à des systèmes individuels qui seront en fait moins performants. Il y a deux questions à distance. Je vais essayer de m'en faire l'interprète. C'est pas que tu entends, Valérie? Oui, j'entends. La première question à distance, c'est est-ce qu'on sait mesurer l'impact du changement climatique sur la perte de la biodiversité? Et si oui, comment l'objectiver? Alors, la réponse est oui. Donc, c'est fait dans des évaluations qui sont les équivalents du GIEC pour la biodiversité, les rapports de l'IPBES, hein, qui a vraiment la même démarche, et qui montrent qu'aujourd'hui, le changement climatique est le 4e facteur de stress pour la biodiversité, après la destruction des habitats et leur fragmentation, après les sources de polluants locales et l'utilisation non durable des ressources. Mais l'effet climat monte en puissance et en fait se conjugue à ces pressions locales. Et je vous montrerai pour les climats futurs les enjeux. Voilà. Donc oui, ce sont des choses importantes. Alors quand on parle de perte de biodiversité, ça va être par exemple des extinctions d'espèces. On en a vu les premières, notamment pour des espèces aquatiques liées au climat. Ensuite, ça va être sur l'état des écosystèmes et leur dégradation. Si on prend le cas par exemple des forêts en France, les forêts s'étendent à mesure de la déprise agricole. Donc, on misait sur un puits de carbone par l'extension de ces forêts qui capterait à peu près 7% des émissions chaque année en France. C'est seulement 4%. Donc, ce puits forestier continue à augmenter, mais moins vite. Et c'est notamment parce qu'on a plus de prélèvements de bois, mais aussi parce qu'on a des forêts qui poussent moins, notamment par des contraintes de chaleur et de sécheresse. Et enfin, c'est parce qu'on a aussi une augmentation de la mortalité d'arbres. Donc là, c'est l'état de l'écosystème. C'est pas une perte de biodiversité, mais c'est aussi l'état de l'écosystème. Une deuxième question à distance, et puis après, je propose d'enchaîner parce que le temps s'écoule. Oui. Donc la question, c'est, vous dites que 70% des émissions proviennent des zones urbaines. Est-ce que c'est proportionnel à la taille de la zone urbaine en question, petite, moyenne et grande ville? Alors, c'est un contexte de mobilité pour les petites villes qui sont souvent rurales et donc on utilise un peu plus la... Alors, c'est un excellent point. Donc, dans le monde, c'est vraiment lié aux revenus et à la consommation par personne, globalement, à l'échelle mondiale.
Et ensuite, si on compare la forme des villes, notamment les émissions, l'efficacité énergétique, on va dire, de la ville, et les demandes de mobilité ne sont pas les mêmes selon la forme urbaine. Donc les villes compactes, où les lieux de vie et les lieux d'usage sont à proximité, accessibles à pied, à vélo ou en transport en commun. Des habitats plus concentrés sont associés à des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre plus réduites par habitant. Et les formes de villes conçues pour la voiture, très dispersées, avec plutôt des habitats individuels, vont être associées à des émissions pour le chauffage et la mobilité, si elles recourent à la voiture individuelle, plus élevées. Donc la forme des villes, bien sûr, joue énormément. Et on a des contrastes énormes entre les villes américaines, très étalées, conçues pour la voiture et par la voiture, et les villes historiques européennes, plus concentrées, par exemple. Merci. On va poursuivre, Valérie. Très bien. Donc, on passe au futur possible. Et donc, le point important à retenir, c'est que chaque tonne de CO2 contribue au réchauffement planétaire. Donc, quand on tient compte de l'effet du CO2 sur le climat, quand on rajoute du CO2, en fait, l'effet de chaque tonne supplémentaire est un petit peu plus faible que les précédentes en termes d'effet radiatif. Par contre, dans un climat qui se réchauffe, l'océan se mélange moins bien et rentre moins à la fois de chaleur et de carbone. L'océan aujourd'hui absorbe à peu près 23% de nos émissions de CO2. Donc ces effets se contrebalancent et ce résultat donc linéaire entre maintenant et 2050 est une sorte de loi géophysique qui s'impose. C'est-à-dire que tant que le cumul de nos émissions de CO2 passées, présents et futurs augmente, le niveau de réchauffement planétaire continuera à augmenter. On estime que quand on atteindra des émissions de CO2 à zéro net, il n'y aura pas de réchauffement supplémentaire au-delà de quelques dixièmes de degré. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'inertie contre laquelle on fait face, ce n'est pas celle du climat pour le niveau de réchauffement. Par contre, l'inertie qui est devant nous, c'est celle des infrastructures. C'est-à-dire, si vous mettez en place un système de chauffage à gaz, il va fonctionner une vingtaine d'années. Si vous mettez en place une centrale à charbon, elle va fonctionner peut-être une cinquantaine d'années. De la même chose pour un véhicule thermique. Donc, les infrastructures fossiles existantes, notamment pour la production d'électricité, si elles sont utilisées sur la durée de vie prévue, celles d'aujourd'hui, on estime qu'elles émettront plus de 600 milliards de tonnes de CO2 à venir. Or, cette loi géophysique, elle implique que si on veut limiter le niveau de réchauffement planétaire, par exemple à 1,5 degré, on a une marge de manœuvre résiduelle par rapport à ce qu'on a déjà émis, un budget carbone résiduel qui est de l'ordre de 500 milliards de tonnes de CO2. Ou si on veut limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, la marge de manœuvre résiduelle est d'environ 1000 milliards de tonnes de CO2. Et on en met chaque année 40 milliards dans l'atmosphère. Donc cet aspect-là, il est vraiment fondamental à comprendre. Ici, c'est représenté seulement jusqu'en 2050, parce qu'au-delà de 2050, dans un climat plus chaud, les puits de carbone, donc ce qui rentre dans la végétation, ce qui rentre dans l'océan, plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus ça augmente. Mais avec un réchauffement important, ça augmentera proportionnellement moins vite que nos émissions. Donc c'est une perte d'efficacité des puits de carbone qui augmente l'incertitude au-delà de 2 degrés de réchauffement et de 2050. Donc, si on explore les évolutions futures du climat, par exemple avec une large plage de scénarios, c'est ce qui était en fait derrière la première figure des barres bleues et rouges. Donc un scénario intermédiaire de stagnation des émissions mondiales de CO2, ça baisse déjà dans les pays les plus développés, ça va baisser un peu plus tard dans les pays émergents, puis ensuite un peu plus tard dans les pays en développement. Donc c'est ce que cache ce type de trajectoire, une stagnation et une baisse lente. Dans ce cas-là, en fait, le réchauffement planétaire se poursuit jusqu'à la fin de ce siècle et ensuite. Pour arriver à contenir le réchauffement, donc c'est une trajectoire de baisse forte ou très forte, donc de plusieurs pourcents par an de baisse dans le monde, jusqu'à atteindre des émissions de CO2 à zéro net. Et c'est seulement à cette condition qu'on arriverait à stabiliser le niveau de réchauffement en quelques décennies, largement sous 2 degrés pour une baisse forte et proche de 1,5 degré avec une baisse drastique. On n'est pas sur cette trajectoire-là actuellement. Donc, dans tous les cas, il y a également, pour les scénarios qui permettent de limiter le réchauffement, une baisse importante d'à peu près 30% cette décennie des émissions de méthane et une baisse importante des émissions d'oxyde nitreux, mais qui ne sont pas à zéro. Et enfin, donc, pour chaque demi-degré de plus, donc
sur les prochains 20 ans, on va vers 1,5 degré de réchauffement. On y va, en fait, hein, par les infrastructures qui sont en place, par les politiques publiques qui sont en place. Donc, il faut se préparer à atteindre ce niveau-là de réchauffement et ses conséquences dans chaque région. Et ensuite, pour chaque incrément de plus, hein, chaque dixième de degré, chaque demi-degré, les changements sont amplifiés. Donc là, c'est représenté pour les changements de température en moyenne annuelle. En France, c'est amplifié l'été. Des changements contrastés sur la pluviométrie, donc une tendance à avoir des conditions plus douces et plus humides au nord et en hiver, et une tendance à avoir des conditions plus sèches, donc moins de pluie en moyenne annuelle, dans les régions de climat méditerranéen et l'été en France. Donc ces contrastes augmentent pour chaque demi-degré de plus. Et cela affecte aussi l'humidité en moyenne annuelle des sols. Donc toutes les régions en brun, ce sont des régions qui s'assèchent. Donc c'est une aridification en fait, hein, qui s'intensifie à mesure du niveau de réchauffement planétaire, tout le pourtour de la Méditerranée, l'Europe de l'Ouest, les grandes plaines américaines, l'Amérique centrale, l'Amazonie, l'Afrique du Sud, certains secteurs d'Asie centrale ou d'Australie, avec des enjeux majeurs pour les écosystèmes et pour les activités agricoles. Donc à retenir, chaque incrément de plus, ça va encore augmenter la fréquence et l'intensité des extrêmes chauds. Donc par exemple, un événement qui se produisait une fois par 50 ans en fin du 19e siècle, c'est 5 fois plus fréquent maintenant. Un monde d'1,5 degré plus chaud, donc les prochains 20 ans, c'est quasiment 2 fois plus fréquent qu'aujourd'hui. La fréquence augmente encore dans un monde 2 degrés plus chaud qu'on pourrait atteindre vers 2050. Et puis, si on atteint par pas de chance du tout un niveau de réchauffement de 4 degrés, l'événement qui se produisait une fois par 50 ans serait la norme, en fait, à horizon d'un tel degré de réchauffement. Et vous voyez que sur les pics de chaleur, l'augmentation du pic de chaleur est plus importante que le niveau de réchauffement planétaire. Et ça, c'est encore amplifié dans les villes. Donc c'est pour ça que on a déjà connu 45 degrés en France en juin 2019. Et un enjeu, c'est se préparer, et notamment la résilience des systèmes critiques, à ce que cela fonctionne en cas de vague de chaleur atteignant 50 degrés, en s'appuyant sur le retour d'expérience qui est déjà là dans d'autres régions. Donc, ce type d'événements extrêmes qui vont continuer à s'amplifier, ça va être aussi le cas pour les pluies intenses, ça va être le cas dans les régions qui s'aridifient pour les sécheresses. Et puis, il y a l'enjeu à se préparer à des événements composites pour lesquels on n'a pas de retour d'expérience, donc se produisant à de nouveaux endroits, à des moments différents de l'année. Par exemple, en décembre l'année dernière, on a eu un record spectaculaire de chaleur à 10 degrés au-dessus des normales. Donc, c'est une vague de chaleur à un moment différent de l'année. Et puis, de nouvelles combinaisons d'événements qu'on n'a pas connus jusqu'à présent, donc successifs ou touchant des régions simultanément ou en même temps pour une région donnée. Et donc, un des points clés, c'est anticiper aussi une intensification du cycle de l'eau, mais aussi de sa variabilité, c'est-à-dire les événements ou les saisons très humides ou très secs. Alors, je veux juste dire un mot sur la montée du niveau de la mer, parce qu'en fait, elle est inéluctable. Les glaciers mettent des dizaines d'années à s'ajuster au climat d'aujourd'hui. L'océan profond, c'est des siècles. La réponse du Groenland et de l'Antarctique, c'est des siècles à des milliers d'années. Donc là, quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, on sait que le niveau de la mer va continuer à monter et va continuer à monter pendant des milliers d'années. Notre incertitude est plus faible à horizon 2050, quelle que soit la trajectoire des émissions. Par contre, vous voyez qu'à horizon 2100, ça va complètement dépendre de ce qu'on choisit de faire dans le monde entier en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on ne peut pas exclure des instabilités de certains secteurs de l'Antarctique. L'incertitude, elle reste profonde. La probabilité, on ne la connaît pas, mais on sait que cela peut se produire. Et donc ça, c'est une demande des gestionnaires d'infrastructures critiques sur le littoral. Donc vous savez, les villes en fort développement, les complexes industriels ou portuaires ou des centrales nucléaires. Là, en fait, les gestionnaires de risque ne veulent pas que la projection médiane, mais veulent avoir ce type d'informations que vous trouverez aussi dans notre évaluation. Et je parle de course contre la montre parce que les réponses qu'on apporte, d'abord, elles peuvent mettre du temps à être conçues et déployées. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, quand on conçoit un aménagement urbain, il y a une échelle de temps importante. Donc, les grandes infrastructures type barrières comme à Londres ou à Venise, c'est des dizaines d'années pour les penser, les financer, commencer à les réaliser.
Et là, en fait, la durée de vie typique attendue peut être relativement longue. Donc, ça repousse les risques. Par contre, les choses rapides à faire, surélever, bouger des sédiments, restaurer des écosystèmes, eux, ils ont une limite, en fait. En cas de fort rythme de montée du niveau de la mer, ils ne fonctionnent plus. Donc, on perd leur effet de réduction et de risque retardé. Donc, tout ça, vous pouvez le trouver si ça vous intéresse. Dans un atlas interactif, vous pouvez naviguer région par région sur les évolutions observées et attendues, accéder aux données, en fait, et avoir des fiches de synthèse par région et par secteur, par exemple pour l'Europe ou pour d'autres régions du monde, en 2 pages, de même que les enjeux par secteur d'activité, par exemple pour l'énergie ou pour les villes, des fiches très, très synthétiques. Donc, je pense que ça peut aussi nourrir vos réflexions par la suite. Donc, vous posiez la question des liens climat-biodiversité. Donc, c'est vraiment extrêmement important de comprendre que l'ampleur et la vitesse du niveau de réchauffement planétaire va en fait peser de plus en plus sur le vivant. Donc, le risque de perte d'espèces, de biodiversité est multiplié par 10 entre un monde 1,5 degré plus chaud et un monde 3 degrés plus chaud. Chaque degré de réchauffement en plus augmente les risques de changement de structure, de mortalité d'arbres, avec les effets de stress de température et de chaleur, d'incendie de forêt et de perte de carbone associée. Et c'est la même chose pour les écosystèmes marins, les risques de dégradation, c'est-à-dire des récifs de coraux tropicaux beaucoup plus pauvres en diversité biologique. Ces risques augmentent déjà maintenant fortement et vont être très élevés même dans un monde 2 degrés plus chaud. Et pour les autres écosystèmes marins, les forêts de laminaires, ce qu'on trouve dans les herbiers côtiers, les espèces de surface, etc., le risque augmente à mesure du niveau de réchauffement planétaire et va se poursuivre très longtemps. Donc là, il y a des effets importants pour les fonctions et les services de ces écosystèmes. Et c'est pour ça que les rapports du GIEC soulignent les enjeux de préserver, protéger, restaurer les écosystèmes, faire en sorte qu'ils soient les plus résilients possibles en enlevant les autres facteurs de stress. Et donc, ce qui est souvent résumé en parlant de solutions dites fondées sur la nature, notamment la restauration de zones humides, qui peuvent jouer en fait un rôle extrêmement important pour assurer en fait une bonne gestion de l'eau en écrêtant les inondations et en déstockant, par exemple, pendant les sécheresses pour alimenter les cours d'eau de manière astucieuse. Et dernière chose, donc sur ce volet-là, pour l'Europe, les 4 risques clés, c'est les extrêmes chauds et le stress thermique pour la santé humaine, pour la santé au travail, pour les écosystèmes. C'est les risques de perte de production agricole, notamment avec les conditions chaudes et sèches, les risques de pénurie d'eau, y compris pour l'approvisionnement des villes, et des tensions croissantes pour les multiples usages de l'eau. Et enfin, un ensemble de risques d'inondation par pluie plus intense, qui ruisselle plus vite, et aussi par débordement de cours d'eau, et du fait de la montée du niveau de la mer, avec beaucoup de patrimoine bâti positionné le long des cours d'eau par l'aménagement historique, donc sur les fleuves, les rivières et sur le littoral. C'est une particularité en Europe. Donc, pour reprendre le cas de la France, en cas de scénario intermédiaire en jaune, qu'est-ce que ça donne pour l'évolution de la température en France? Donc, en France, on a déjà eu 1,7 degré de réchauffement. Là, ce sont les projections contraintes comme pour les projections globales. Et vous voyez donc, pour la France, en cas de scénario intermédiaire, l'année 2022, qui était l'année la plus chaude enregistrée, serait autour de 2050-2060, l'année moyenne. Et on a juste ici reproduit la plage actuelle entre les années extrêmes chaudes et froides. Donc, cela montre en fait que le décalage entre le niveau moyen des années 2000 et l'année 2022 serait à peu près la même chose qu'entre l'année 2022 et l'année extrême chaude à venir autour de 2050. Et donc, ça, ce sont des choses, je pense, vraiment importantes à intégrer dans la réflexion sur la résilience, pas seulement pour 50 degrés de plus, mais sur l'ensemble des facteurs générateurs d'impact. Donc, à retenir, chaque incrément de réchauffement supplémentaire intensifie les facteurs générateurs d'impact, le cycle de l'eau et sa variabilité, les risques liés au climat dans chaque région, avec certaines conséquences, biodiversité, montée du niveau de la mer, à long terme, irréversibles. Les puits naturels de carbone et certaines options d'adaptation, notamment celles qui s'appuient sur les écosystèmes, perdent en efficacité avec l'augmentation du réchauffement. Donc, il y a des limites dures à l'adaptation. Par exemple, le recul de l'enneigement, le recul des glaciers de montagne va saper
la quantité d'eau qui sera disponible dans les fleuves en été d'ici 2050, c'est une limite dure. Limiter le réchauffement, ça demande de réduire les émissions mondiales de CO2 jusqu'au moins net zéro et celles des autres gaz à effet de serre, notamment de méthane. Et après, il y a un point sur l'éventualité de dépasser temporairement un certain niveau de réchauffement pour revenir en arrière. Ça ne serait possible que si on peut enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker à très long terme. Et ça pose des questions de faisabilité, de coûts, de risques associés à une telle éventualité. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces projections. J'avais une question sur la démographie, qui est un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup. En fait, entre l'augmentation de la démographie prévue et les efforts produits, est-ce que l'un n'écrase pas l'autre, pour être rapide? Alors, sur les émissions de gaz à effet de serre, les deux facteurs qui s'ajoutent, donc c'est bien sûr l'évolution démographique, mais c'est aussi la consommation par habitant. Et souvent, on a tendance à sous-estimer ce deuxième facteur. C'est celui qui tire le plus à la hausse, en fait, les émissions de gaz à effet de serre. Et dans les scénarios que je montrais tout à l'heure, les scénarios de forte ou très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, c'est des scénarios de développement socio-économique qui mettent vraiment l'accent sur la soutenabilité, notamment pour l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, qui sont des conditions clés de la maîtrise démographique, notamment. En architecture, on a un débat récurrent entre ce qu'on appelle la frugalité, c'est-à-dire on va dire une croissance zéro, et puis on va dire ceux qui sont plutôt enclins à des réponses de technologie, comme on voyait la confrontation des deux. C'est justement le point suivant, en fait. Ah, parfait. Vous avez des questions, sinon on continue. Oui. J'ai juste une question sur les productions en température, enfin, pour les étés plus chauds. Est-ce que ça veut dire aussi des étés plus humides en France et dans les... Alors, dans les régions tropicales, oui, c'est plus chaud et plus humide. Et donc, en fait, avec des enjeux de limites physiologiques, des enjeux de pouvoir récupérer la nuit. Donc, on anticipe, notamment dans les régions tropicales, une demande croissante de refroidissement pour le repos nocturne, en fait. Ensuite, dans les régions plutôt de climat méditerranéen, continental, c'est plutôt des étés plus chauds et plus secs. Par contre, sur le littoral, comme on a vu par exemple du côté de Nice l'été dernier, on peut avoir des conditions chaudes et avec les effets de brise de mer humides, particulièrement importantes, ce qu'on appelle des sortes de nuits tropicales en fait. On prend une dernière question online, si j'ai bien vu, bien compris. Alors, une dernière, mais je ne sais pas si c'est possible de faire court, mais je pose la question. Peut-il y avoir un lien entre le réchauffement climatique et l'existence des grands courants marins? Alors, oui, donc le Gulf Stream, c'est une boucle de courant de surface qui est liée à la rotation de la Terre, donc celui-là va se poursuivre, mais il fait partie d'un grand tapis roulant océanique qu'on appelle la circulation méridienne de l'océan Atlantique. Donc, on s'attend à ce que cette grande boucle de courants qui vont vers l'Atlantique Nord plongent et reviennent par l'Antarctique, se ralentissent dans un climat qui se réchauffe. On ne peut pas exclure un arrêt brutal. On considère que c'est peu plausible au cours de ce siècle, mais on ne peut pas l'exclure. Ça s'est produit dans le passé, notamment pendant les périodes glaciaires ou les fins de périodes glaciaires. Dans les modèles de climat, ce qu'on fait, c'est qu'on peut le provoquer, notamment en ajoutant brutalement de l'eau douce. Et on peut décrire les caractéristiques. Donc, si on avait un arrêt brutal de cette circulation, ce grand tapis roulant océanique, on aurait un climat global qui continue à se réchauffer, davantage du côté des tropiques et moins au sud du Groenland, mais l'atmosphère prendrait le relais pour l'Europe. On aura un déplacement des rails des tempêtes, donc des situations d'assèchement en Europe de l'Ouest, et un déplacement des bandes de pluie du côté du Sahel et du côté de l'Amérique du Sud, donc des conséquences en fait majeures sur les ressources en eau dans ces régions. Et donc on a en fait dans nos rapports, ça figure explicitement, et on a une question fréquente sur cette question qui revient très souvent. Et dernier point, si vous avez vu le jour d'après, tout est faux. On va poursuivre si vous voulez bien, parce qu'on est un peu serré par le temps. Oui. Alors sur les enjeux de transformation, ce qui est clair dans nos évaluations, c'est qu'une accélération de l'action pour le climat est critique pour un développement soutenable, avec dès aujourd'hui des menaces croissantes pour le bien-être humain et la santé planétaire. Donc, action pour le climat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire limiter le niveau de réchauffement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en ciblant
de manière intégrée qualité de l'air et émissions de gaz à effet de serre, et en modifiant notre utilisation des terres. Ça veut dire aussi d'intégrer à cela l'adaptation, en évitant une mauvaise adaptation, en étant très attentif à la manière dont on utilise les terres sous pression croissante. Et donc, on l'examine à l'angle de transition de grands systèmes, notamment notre gestion des écosystèmes marins et terrestres, notre système alimentaire, les villes et les infrastructures, bien sûr l'énergie, l'industrie et nos styles de vie, nos choix de société. Alors, un point que je voulais souligner, c'est la construction d'une information climatique propre à chaque contexte. Donc, c'est la notion de service climatique qui monte en puissance, où en fait, on s'intéresse aux besoins des utilisateurs, aux connaissances locales dans un secteur d'activité donné. Donc, quels sont les enjeux, quels sont les aspects qui sont importants pour éclairer les décisions? Et ensuite, on va interroger les observations, l'attribution, les projections, la compréhension des processus, les limites des modèles de climat pour distiller une information climatique utile, fiable, crédible. Donc ça, c'est un point important et vous en trouverez des éléments dans les rapports du GIEC. Donc, en ce qui concerne l'adaptation pour les grands systèmes, on sait qu'il existe de multiples options d'adaptation faisables, efficaces, avec de multiples bénéfices pour d'autres choix que les sociétés se donnent, notamment, par exemple, éradiquer l'extrême pauvreté ou bien préserver la biodiversité. Et donc, si vous prenez les systèmes urbains et les infrastructures et réseaux critiques, les solutions à base d'infrastructures vertes et de services écosystémiques, une utilisation durable des sols et la planification urbaine, la forme des villes, la gestion durable des eaux urbaines font partie des stratégies d'adaptation. Et de même que la résilience des systèmes électriques ou énergétiques, y compris face à des risques d'inondation ou des vagues de chaleur inédites, font partie de ces enjeux d'adaptation. On a représenté, par exemple, ici, les types de formes de villes qui permettent davantage d'intégrer des espaces verts, d'intégrer davantage des trams pour les mobilités actives et des plans d'eau, et qui permettent de s'appuyer sur ces services écosystémiques pour amortir l'effet des vagues de chaleur et l'effet de l'urbanisation sur la chaleur extrême. Donc, je vais juste souligner le fait que pour l'adaptation, une adaptation réussie, c'est celle qui est équitable, effective, qui présente de multiples co-bénéfices et qui évite des émissions de gaz à effet de serre. À l'inverse, une maladaptation, c'est celle qui crée des risques inattendus pour des personnes, par exemple, vulnérables, pour les écosystèmes, ou qui va verrouiller des émissions de gaz à effet de serre importantes et croissantes. Et donc, les points que nos rapports soulignent, c'est la prise en compte de la vulnérabilité sociale des écosystèmes, de l'équité actuelle et future, qui en protège et qui a des effets indésirables, et surtout, faire en sorte que quand on construit une stratégie d'adaptation, on ne verrouille pas les pratiques d'aujourd'hui, mais qu'on facilite des transformations à venir. Donc, une évolution des normes, des pratiques ou des comportements fait vraiment partie de l'adaptation. Donc, tout ce qui permet de mettre un pansement à court terme sans s'interroger sur les pratiques et leurs changements à plus long terme peut faire partie d'une maladaptation, et dedans, on peut mettre les canons à neige, la climatisation individuelle, ou bien, par exemple, le stockage d'eau ponctuel en surface si on ne transforme pas les pratiques agricoles, ou même la construction de digues qui peut concentrer des biens, donner une fausse impression de sécurité et à terme, si ces capacités sont dépassées, augmenter en fait les pertes et les dommages. Donc ça, c'était rapidement le volet adaptation, mais l'autre enjeu, c'est intégrer adaptation et atténuation pour réussir à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est les politiques publiques actuellement mises en place en rouge dans le monde. En violet, c'est les promesses réactualisées dans les négociations internationales pour le climat en 2021. Ça a peu évolué depuis. Donc, vous voyez le décalage entre là où on en est maintenant et les trajectoires de baisse nécessaires si l'on veut avoir une chance de limiter le réchauffement sous 2 degrés, voire proche d'1,5 degré. Donc, des baisses de l'ordre d'un tiers ou de moitié au cours de cette décennie. Et pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, en fait, il existe dans chaque secteur des solutions disponibles aujourd'hui qui pourraient permettre, si elles sont financées, mises en priorité et déployées, de réduire les émissions mondiales au moins de moitié d'ici à 2030. Par exemple, si on prend le secteur des bâtiments,
Il y a tout ce qui porte sur la sobriété, donc baisse de la demande énergétique, dès la conception des bâtiments, sur la surface par personne, par exemple, sur la réutilisation des matériaux. Il y a aussi tout ce qui porte sur l'efficacité dans les bâtiments, la performance des nouveaux bâtiments, la restauration, le rétrofit en fait du parc immobilier existant, le type de matériaux utilisés et la possibilité aussi d'autoproduction d'énergie, par exemple dans les bâtiments. Et donc, par rapport à ces leviers d'action qui existent, la barre, c'est le potentiel dans le monde, la couleur, c'est le coût associé. Donc, on voit qu'il y a des solutions à moindre coût disponibles maintenant, mais il y a aussi l'enjeu, même à des coûts un peu plus élevés, d'enclencher les transformations qui vont ouvrir d'autres possibilités. Les analyses macroéconomiques, elles montrent l'importance et les bénéfices à agir plus rapidement, avec un coût croissant de l'inaction, mais aussi les enjeux en fait, de réorienter les investissements dans tout ce qui permet en fait, des solutions bas carbone. Et peut-être, puisque vous vous penchez sur 2050, non pas se poser la question de ce qui est faisable à partir de maintenant, mais concevoir ce qu'est un système énergétique net zéro CO2, ce que sera une ville net zéro CO2 en 2050, comment est-ce que cela fonctionnera, donc l'électricité bas carbone, l'électrification des autres usages de l'énergie, l'efficacité, la maîtrise de la demande, la sortie des énergies fossiles, les vecteurs alternatifs, éventuellement une capacité d'élimination de CO2, donc se mettre pas uniquement comme point de départ celui d'aujourd'hui, mais ce vers quoi on veut aller, et ensuite identifier en fait les enjeux de résilience, notamment parce que des événements extrêmes, en touchant par exemple là les secteurs énergétiques, peuvent affecter les services urbains, le flux d'informations, les systèmes de transport et toute l'infrastructure sociale, ou dans l'autre sens, des chocs climatiques peuvent infecter l'infrastructure sociale et en retour l'ensemble en fait du fonctionnement du système énergétique ou des systèmes urbains. Vous avez mis la question de la frugalité. C'est évident que le fait de construire des stratégies pour rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone est important. Donc là, c'est l'analyse de l'empreinte moyenne en gaz à effet de serre pour une personne qui vit en France. Il y a une différence d'un facteur 4 entre les différentes déciles de revenus. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent avec les revenus. Donc, vous voyez, ce qui pèse le plus, c'est la mobilité, notamment au quotidien en voiture, la forme de la ville, par exemple, le type d'alimentation, le type de construction et de chauffage, l'équipement en général, et puis, bien sûr, les services publics. Et décarboner les services publics, c'est aussi réduire l'empreinte carbone de chaque personne. Donc, dans les rapports du GIEC, on l'analyse à l'angle de la suffisance, c'est-à-dire les mesures, les pratiques qui permettent d'éviter des demandes en énergie, en matériaux, en usage des terres, en eau. Mais ce n'est pas à l'échelle des choix individuels, c'est vraiment à l'échelle de stratégies qui rendent accessibles des styles de vie sobres en carbone avec des choses qu'on arrête, donc qu'on évite, des choses qu'on remplace et des choses qu'on améliore, notamment par exemple l'efficacité des bâtiments, etc. Donc ça, en fait, c'est un levier d'action considérable. Il est critique pour arriver à décarboner le secteur des bâtiments. Et globalement, le secteur, la partie demande des services représente environ 40 à 70% du potentiel de baisse d'émissions mondiales d'ici 2050, bien sûr, là où on a déjà accès à ces services et pas dans les pays où il manque de manière critique. Donc, cela peut apporter, si c'est bien conçu, de nombreux bénéfices, notamment en travaillant sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et extérieur, le confort thermique, des mobilités plus actives dans des villes pensées pour favoriser des mobilités actives sûres et par une alimentation plus saine et plus soutenable, avec des enjeux majeurs sur le système alimentaire mondial qui n'est aujourd'hui pas soutenable. Alors, dans les rapports, je veux juste passer très rapidement. Les angles de réflexion, c'est par exemple pour les villes, les infrastructures physiques, les solutions fondées sur la nature, la planification, les politiques sociales. On peut évaluer, en fait, pour chaque levier d'adaptation, les bénéfices sociaux, économiques, environnementaux, donc dans une logique de développement durable, mais aussi dans une logique de trajectoire de développement résilient face au climat vers la neutralité carbone, les bénéfices en termes d'adaptation pour de multiples facteurs de risque et la réduction de la vulnérabilité systémique à l'échelle d'un système urbain, des interactions urbain-rurales par exemple, et les bénéfices en termes d'atténuation, de même que
les différentes dimensions de faisabilité, le coût, le fait de pouvoir le déployer à une échelle suffisante et la flexibilité pour réactualiser notamment les grands projets à mesure de l'évolution de la situation ou des connaissances. Donc plus largement, un des enjeux pour les villes, c'est d'intégrer les actions pour le climat, gestion de risque, adaptation, atténuation, dans des stratégies de soutenabilité, donc qui intègrent la planification urbaine, le report modal, la production et la consommation durable, l'intégration milieu naturel, adaptation, atténuation, le fait d'exploiter pleinement le potentiel maintenant pour aller vers des bâtiments à émissions nettes zéro en quelques décennies, et en mettant l'accent sur ce que l'on gagne le plus. Et donc, pour chaque option d'action, vous pouvez trouver une réflexion sur la manière dont ça interagit avec les autres objectifs de développement durable, par exemple pour l'extrême pauvreté, ou bien pour la faim, ou bien pour le bien-être et la santé, avec parfois des effets indésirables, parfois des co-bénéfices. Et c'est cette grille d'analyse, je pense, qui est particulièrement utile pour ne pas avoir une approche purement d'ingénieur sur une dimension, mais intégrer les connaissances techniques plus largement en multipliant les autres bénéfices pour que cela soit le plus favorable à des sociétés de bien-être et résilientes. Donc, comment accélérer l'action? Des options maintenant disponibles dans tous les secteurs. Innovation technologique, bien sûr, à condition de bien le penser dans toutes ses dimensions. Solutions fondées sur la nature, en comprenant en fait les fonctions, les services des écosystèmes et en agissant sur la demande. S'appuyer sur les bénéfices à court terme qui en fait engagent et motivent à continuer à agir, mais aussi les bénéfices à long terme, notamment sur le fonctionnement économique, sur la justice sociale, donc avec des enjeux de transition juste qui sont critiques. Les multiples bénéfices d'un renforcement de l'adaptation, de la même manière qui s'appuie sur de l'ingénierie, mais aussi les écosystèmes, la gestion de risques, l'alerte, la récupération post-catastrophe et des filets de protection sociale pour les plus fragiles. Des points de vigilance très importants, notamment l'utilisation des matériaux et des terres, donc les matériaux biosourcés, les enjeux de sécurité alimentaire et de biodiversité et d'équité. Et puis après, comment on peut améliorer les chances de succès? Donc, la compréhension de ces enjeux, ce qu'on appelle la littératie climatique, l'engagement de la société civile, un cap politique clair, des cadres institutionnels qui l'appuient, la manière de délibérer, de prendre les décisions avec les parties prenantes, notamment localement, la réorientation des financements et les enjeux de coopération, je l'ai souligné, mais aussi les systèmes d'innovation technologique pour faire en sorte qu'ils soient mobilisés au service de ces enjeux et qu'ils soient encadrés pour éviter les effets indésirables également. Voilà, donc je suis à votre disposition sur d'éventuelles dernières questions que vous auriez. Alors, on va prendre une question, puis j'en poserai une. Il y en a une dans la salle, des questions? Non, il y en a une online? Est-ce que je peux juste poser une question aux personnes qui étaient dans la salle? Est-ce que vous aviez déjà eu des cours, en fait, un peu avec une vision d'ensemble sur le changement climatique? Est-ce que vous avez appris des choses un peu nouvelles dans ma présentation? Est-ce que vous connaissiez déjà tout? Alors, comme ils sont trois d'origine différente, on va prendre les Toulousains. À l'école d'architecture de Toulouse, est-ce que vous avez des cours sur les questions du changement climatique? Pas comme ça, mais il me semble qu'on a, je pense qu'on s'intéresse tous quand même à cette question, donc c'est des notions qu'on a eues pas forcément à l'école, mais ailleurs. D'accord. Du côté Strasbourg, est-ce que vous avez des... Pour les Strasbourgeois, on a déjà eu des cours de ce type-là, mais là, c'était vachement plus. Enfin, il y avait beaucoup d'informations, c'était très complet. Et, on a déjà eu plusieurs cours sur certains points précis. Et ça aussi, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, j'ai entendu. Et moi, j'essaie de souligner à la fois l'urgence à penser les choses différemment, mais aussi les capacités à agir. Et le fait de ne pas le prendre en silo, mais vraiment dans une réflexion d'ensemble. Et in fine, pour les Albigeois. Les Albigeois, oui. Oui, apparemment, les Albigeois sont très forts. Juste peut-être une dernière question pour conclure, puisqu'on essaye durant la semaine de faire un pont entre la Terre et la Lune. Comment est-ce que vous voyez l'exploration lunaire et les activités lunaires au sens large, le
mining et le tourisme comme éventuellement une clé de solution pour répondre aux défis écologiques que vous avez posés là, à travers le GIEC. Bon, c'est un défi. Hein. En fait, c'est compliqué parce que ça nous pose en creux la question de l'habitabilité de notre propre planète. Il y a aussi souvent ce côté un peu prométhéen où on va peut-être trouver des échappatoires plus loin. Donc, de mon point de vue, il y a cette question de s'interroger autrement sur notre habitabilité. Il y a le deuxième enjeu, c'est si on se lance dans des opérations industrielles, on va dire dans l'espace, le faire dans les meilleures conditions possibles, en fait, hein, de la manière la plus soutenable possible. Et puis, la dernière chose, c'est les investissements massifs. Quels seront les gains technologiques et est-ce qu'il n'y a pas juste en creux un risque, en fait, de mobiliser énormément de capitaux publics ou privés au détriment de ruptures qui pourraient être faites sur d'autres aspects terrestres. Et donc, comment bien articuler les deux, en fait, hein, de sorte à en maximiser les effets positifs et limiter, en fait, ce qu'on peut parfois percevoir comme un risque moral, c'est-à-dire chercher des échappatoires plutôt que aborder de plein fouet les questions de fond et les questions urgentes. Merci, ça pourra suivre un débat, effectivement. Alors, on va clôturer. Je suis désolé de faire une rupture un peu tranchée. Je vous remercie en tout cas pour l'intervention. On va